Bienvenue à tous nos auditeurs. Vous le constatez, je suis avec Monsieur Destin Gavet Elongo, que vous connaissez puisque on a déjà fait des émissions ensemble au moins deux, trois fois. Et ce soir, donc, il va parler de plusieurs questions concernant son pays, le Congo, Brazzaville, la République du Congo. Il va parler aussi de tous les aspects qui intéressent ce pays en termes de politique intérieure, parce que le Congo se dirige vers des élections présidentielles sous peu, dans quelques mois. Et puis ensuite, on parlera des géopolitiques, parce que Brazzaville se trouve à quelques pas de Kinshasa. Et qui dit Kinshasa aujourd'hui dit conflit à l'Est. Et conflit à l'Est, ça veut dire aussi le Rwanda. Nous parlerons de tout cela au cours de cette émission. Bonsoir, cher ami Destin Gavet, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix des Grands Lacs. Et même si nous sommes au mois de février, bonne et heureuse année 2025. Merci beaucoup. Alors, je l'ai appelé président parce que, comme vous le savez, Monsieur Gavet est le président national du mouvement républicain, un maire. C'est c'est Exactement. à ce, et voilà, c'est à ce titre d'ailleurs qu'il va nous parler des élections en vue et du rôle de l'opposition congolaise face à Sassou Nguesso, qui est là depuis des dizaines d'années, hein, pour ne pas insister sur la durée de son mandat. En tout cas, sachez que Sassou Nguesso se trouve là. Moi, j'ai connu Sassou Nguesso dans les sphères politiques déjà dans les années 75. 75, c'est pas hier. Et Monsieur le Président, donc, je vais vous poser la première question parce que à l'ordre du jour, nous avons, la situation politique du Congo-Brazzaville, c'est-à-dire, vous nous direz si l'alternance est en vue. Est-ce qu'il y a espoir qu'il y ait une alternance politique démocratique? Ensuite, vous nous direz bien sûr comment l'opposition congolaise, entre autres votre parti politique, le parti dont vous êtes le président national, comment votre parti se prépare aux échéances électorales. Et dans la troisième partie, nous examinerons le positionnement diplomatique et géopolitique de votre pays, le Congo, en particulier à l'égard des pays d'Afrique centrale, à l'égard de la RDC et de l'Angola. C'est très important. Ces deux pays comptent dans ce que nous allons dire en termes de géopolitique et de lorsque nous parlerons du conflit en RDC. Et enfin, parce qu'on ne peut pas partir sans aborder la question, vous nous parlerez de l'évolution de la question de cession de terres congolaises, de votre pays, de vos populations, au régime de Paul Kagame. Où en sont les choses? Comment ce dossier a-t-il évolué? Voilà, donc nous passons directement à la première question. La situation politique du Congo-Brazzaville. La dernière fois que nous avons eu une émission ensemble, eh bien, ce n'était pas fameux. Vous n'étiez pas du tout content. Vous dénonciez et condamniez ce qui se passe dans votre pays. À vous la parole. Déjà, il faut dire merci, merci pour l'invitation. Et ça fait un moment que nous ne sommes pas passés ici. Parce qu'entre-temps, nous avons organisé notre premier congrès ordinaire au mois de décembre dernier, qui a vu plus de 250 délégués venus de l'intérieur comme de la diaspora, où nous avons effectivement, nous sommes planchés sur des questions euh, structurales et structurelles au sein de notre parti, notamment l'adoption des nouveaux textes fondamentaux. Et puis, nous nous sommes aussi prononcés sur la question de la future élection présidentielle. Donc, à l'issue des travaux, le parti, le congrès, les congressistes ont décidé d'investir un candidat à l'élection présidentielle qui n'est autre que le président du parti. Donc, nous sommes officiellement candidats et nous sommes en train de travailler effectivement pour que l'alternance voie le jour en 2026. Mais la question de l'alternance est une question cruciale. Cette question est dans la bouche de tous les Congolais parce qu'aujourd'hui, la situation politico-économique est à terre. Nous avons aujourd'hui une économie, l'une des économies les plus endettées de la sous-région. Nous avons un taux d'endettement qui avoisine les 100% du produit intérieur brut. Nous avons des grèves de gauche à droite.
Nous avons l'éternelle question de l'électricité. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a du bruit derrière moi parce qu'il fallait mettre en place un groupe électrogène pour que nous ayons cette émission. Donc, tout ce matériel de problème fait que aujourd'hui, nous avons impérativement besoin de l'alternance. Et les Congolais se préparent. Les Congolais veulent du changement. Les Congolais sont fatigués de la gestion chaotique du PCT et de son président. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin de créer les conditions. Le peuple a besoin aujourd'hui de se réveiller, de sortir de son sommeil pour que 2026 soit une année décisive, un rendez-vous à ne pas manquer. Parce que, comme vous le savez, ça fait 42 ans que le président s'assoit aux affaires. Le bilan, c'est un bilan piètre et médiocre. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même les jeunes qui sont nés dans les années 2000 commencent à exiger l'alternance. Ça prouve effectivement que l'homme n'est plus aujourd'hui apte à apporter des solutions aux problèmes des Congolais. D'où nous nous organisons, nous nous battons avec les moyens qui sont les nôtres pour que l'alternance soit une réalité dans notre pays. Les auditeurs et téléspectateurs l'auront compris. Monsieur Gavé est le candidat de son parti au présidentiel en vue. C'est bien ce que vous avez dit. Exactement. Bon, une question, parce que dans d'autres pays, généralement, les partis d'opposition reçoivent, j'allais dire, une subvention, une sorte de subvention pour pouvoir se préparer et se donner les moyens de participer valablement aux élections présidentielles. Est-ce que c'est le cas au Congo-Brazzaville? Oui, la participation à l'élection présidentielle nécessite un minimum des acquis, nécessite un minimum de préalable. Il faut effectivement que les conditions soient réunies pour avoir une élection libre, équitable et transparente. C'est la moindre des choses. Et aujourd'hui, à une année de l'élection, nous n'avons pas encore un calendrier électoral. C'est dommage. Vous savez, le Congo fait partie des rares pays où les élections sont toujours gérées par le ministère de l'Intérieur, alors qu'ailleurs, il y a des commissions électorales nationales indépendantes. Nous en avons une, mais qui n'est pas indépendante parce qu'elle ne joue pas pleinement son rôle. Il y a beaucoup de choses qui doivent rentrer en ligne de compte. Il y a le découpage électoral, il y a la révision des listes, parce que ceux qui sont nés, ceux qui viennent d'avoir 18 ans cette année ou l'année passée, doivent être, ces Congolais doivent être inscrits sur les listes électorales. Il y a la question du calendrier électoral. Les opérations en amont et en aval. Donc, on ne sait pas aujourd'hui sur quoi se fonde le pouvoir, si ce n'est sur la force, parce qu'il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune organisation comme telle. Le calendrier électoral est quelque chose de ponctuel. On ne doit pas attendre 2 mois avant l'élection pour mettre en place un calendrier électoral. C'est une aberration, c'est incongru. Aujourd'hui, ça a toujours été le cas au Congo. On a toujours tendance à faire des choses à la hâte, à la veille, pour prendre les autres de court et imposer un dictat. C'est ce que nous dénonçons depuis très longtemps. Donc, nous nous préparons effectivement à exiger de la part, à exiger au ministère de l'Intérieur et à la CENI de nous clarifier sur la question du calendrier électoral. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection si les conditions ne sont pas réunies, s'il n'y a pas le minimum requis pour garantir une élection libre, équitable, transparente et apaisée. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut le dire que le pouvoir brille toujours par de la mauvaise foi, la mauvaise volonté politique. Le pouvoir cherche toujours à biaiser le processus électoral. Le pouvoir cherche toujours à créer les conditions d'une tricherie de masse, du bourrage des urnes, du tripatouage des urnes, de l'achat des consciences. Nous avons dans ce pays connu plusieurs concertations politiques et nous avons eu, à l'issue de ces concertations, des conclusions imposables à tous. Malheureusement, au Congo, on a exigé qu'il faut le plafonnement sur les dépenses des campagnes. On ne peut pas aujourd'hui, quelqu'un se réveille un bon matin, dépenser 10 milliards, 15 milliards pour une élection. Il faut plafonner. Puisque la loi dit même que lorsqu'un candidat
atteint le seuil de 10%, on doit rembourser à ce candidat les frais de dépenses de campagne. Mais ces frais-là sont évalués sur la base de quoi? Puisqu'il n'y a pas une loi qui plafonne, comme nous le voyons par exemple en France, les dépenses liées aux campagnes. Donc aujourd'hui, nous avons la question épineuse de la biométrie qui limiterait les tricheries. Nous savons tous que la biométrie, c'est une voix, un homme, une voix. Aujourd'hui, au Congo, nous avons un fichier électoral qui comporte près de 500 000 électeurs fictifs. Parmi ces électeurs fictifs, vous avez des morts, des doublons. Au Congo, quelqu'un peut se faire enrôler dans 10 centres de vote. 10 centres de vote. Et le jour du scrutin, cette personne peut voter dans 10 endroits différents. Ça, c'est un. Il y a des gens qui sont décédés depuis 5 ans, dont les noms se trouvent toujours sur le fichier électoral. Donc, on utilise les cartes d'électeurs de ces gens, on donne aux électeurs, et ces électeurs-là vont voter à la place des morts. Donc, nous avons un processus électoral biaisé. Donc, il faut un nettoyage du fichier électoral. Il faut effectivement instaurer la biométrie. Il faut plafonner les dépenses des campagnes électorales. Il faut qu'il y ait de l'équité au sein de la Commission nationale électorale indépendante, une parité entre opposition et pouvoir. Il faut à la tête de cette institution une personne indépendante. Or, aujourd'hui, la même personne est parallèlement premier président de la Cour suprême de justice et président de la Commission nationale électorale indépendante. Donc, nous avons cette situation au Congo ici. Mais qu'à cela ne tienne, on ne peut pas baisser les bras aujourd'hui. Parce que ne pas aller à l'élection serait synonyme de ne pas assister à un peuple en danger. Parce que notre peuple souffre, notre peuple est arrivé au bout du rouleau. Il y a une misère inexplicable. La cherté de la vie, les questions d'eau, d'électricité, l'emploi, les jeunes n'ont pas d'emploi. Le taux de chômage très élevé, une précarité endémique, une crise économique au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un bourbier. Et nous savons tous que lorsque un camion s'embourbe, mais ce n'est plus à ce camion-là de sortir de ce bourbier. Ce camion a besoin de l'aide. Ce camion a besoin d'être tracté. Aujourd'hui, le président Sassou a emmené le pays dans un bourbier. Il faut qu'il y ait un homme capable de sortir notre pays du bourbier auquel il se trouve. Et cet homme ne peut plus être le président Sassou. On ne peut pas chercher les solutions avec ceux qui ont créé des problèmes. C'est un principe clair. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le président Sassou doit comprendre aujourd'hui qu'il est arrivé au terme de ses idées, au terme de la réflexion, au terme de ce qu'il pouvait apporter aux Congolais. Nous ne disons pas ici qu'il n'a rien fait. Ça sera assez prétentieux et insultant de notre part de dire qu'il n'a rien fait. Mais nous estimons que ce qu'il a eu à faire et les moyens qui ont été à sa disposition ne reflètent pas les aspirations du peuple congolais. Donc, il est important pour lui de comprendre qu'il a donné ce qu'il pouvait donner et aujourd'hui, on a besoin d'un homme capable, avec toute la rigueur nécessaire, de sortir notre pays du bourbier, de la catastrophe auquel il se trouve aujourd'hui. Et donc, nous croyons à l'alternance et nous pensons que c'est au peuple aujourd'hui de prendre conscience. Il ne faut pas aujourd'hui toujours espérer sur des hommes providentiels. Il n'y aura pas un homme providentiel. Ce n'est qu'un Congolais. Vous savez, même le Christ, Dieu, le Créateur, pour les chrétiens, permettez-moi la parenthèse, Dieu pouvait trouver un homme extraordinaire, un homme qui pouvait descendre du ciel, qui devait sortir de l'ordinaire pour venir délivrer l'humanité. Mais Dieu n'a pas voulu ce schéma. Parce que les hommes, ils ont souvent tendance à être dans la spéculation et dans la peur. Dieu a bien voulu mettre en place un mécanisme normal où le Christ est né d'une femme. Les gens l'ont vu en train d'accompagner son père Joseph, son père adoptif Joseph, dans les travaux de menuiserie, etc.
Et lorsque son temps est arrivé à 30 ans, il a commencé sa mission et les gens ont été étonnés. Mais ce n'est pas ce Jésus-là qu'on voyait en train de couper du bois. Ce n'est pas lui qui fabriquait les chaises. C'est pas lui, c'est pas lui. Et les gens ont été étonnés. Donc c'est comme ça. On ne peut pas aujourd'hui espérer croire que quelqu'un sortira du néant, quelqu'un sortira du ciel, quelqu'un va sortir de la terre pour venir sauver le Congo. Dieu passera par un Congolais, connu des hommes, connu des Congolais, pour créer, pour impulser une véritable dynamique de changement. Et nous sommes dans cette posture. Nous n'avons pas la prétention de dire que c'est nous, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui peuvent réellement apporter le changement dans notre pays. Nous nous battons depuis aujourd'hui 8 ans dans ce combat, sans jamais transiger, sans jamais perdre espoir, parce que nous pensons, nous estimons que nous sommes sur le droit chemin et qu'aucune dictature dans le monde ne s'est jamais écroulée. Donc nous pensons aujourd'hui que la bouteille elle est pleine, le PCT a échoué, son président a échoué parce qu'il n'a pas été capable de trouver les solutions aux problèmes des Congolais. Les mêmes problèmes qu'on avait dans les années 60, lorsque nous avons acquis notre indépendance, nous avons les mêmes problèmes aujourd'hui. L'éternel problème d'eau, d'électricité, d'emploi, de scolarité, des soins de santé de qualité. Nous avons les mêmes problèmes 65 ans après. Ça veut tout simplement dire que ceux qui sont passés avant nous, on ne dit pas qu'ils n'ont rien fait, mais on peut dire qu'ils ont, dans la moindre mesure, ils ont été incapables d'apporter des réelles solutions. Donc, il faut quelqu'un de nouveau, il faut une nouvelle dynamique, il faut un sang nouveau, il faut une nouvelle classe qui peut aujourd'hui révolutionner la politique congolaise et apporter des solutions. Nous nous battons, nous travaillons sur l'alternance et parfois, vous savez, on n'a pas toujours besoin de faire beaucoup de bruit lorsqu'on travaille. Lorsque une forêt pousse, il n'y a pas de bruit, mais essayez de couper un arbre, vous allez entendre plein de bruit. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les moyens qui sont les nôtres et nous comptons sur le peuple congolais pour que demain, ensemble, nous créions les conditions d'une alternance dans notre pays en 2026. Merci beaucoup. Donc, un rappel, pour que ce soit bien entendu, vous avez encore 3 mois pour passer aux élections, c'est ça? Nous avons encore une année, parce que l'élection, c'est en mars 2026. En mars? Ah, d'accord. Donc, 2026. de l'année prochaine. Ah, OK. Pendant un mois, on a le temps de faire des listes électorales, le programme des élections, etc. C'est ce qu'ils vont vous répondre. Ils n'ont pas un grand personnel pour passer un an à préparer les élections. C'est ce qu'ils vont vous répondre. Est-ce qu'il y a pour l'instant d'autres candidats prêts à affronter Sassou Nguesso ou son remplaçant hein, pour le PCT? Très honnêtement, alors nous parlons, les formations politiques sont plutôt euh, observatrices. Les partis politiques sont observateurs. Nous sommes le seul parti légalement constitué aujourd'hui à avoir un candidat face à Denis Sassou Nguesso. Pour l'instant, je pense que les candidatures vont certainement se multiplier, mais à l'instant T, à l'heure actuelle, le MR est le seul parti légalement constitué à avoir un candidat à la future élection. D'accord, d'accord. Et voilà, donc nous nous sommes décidés tôt parce que non seulement nous allons dans les jours à venir, les semaines à venir, je vais publier un livre programme qui trace la vision que nous avons pour notre pays. Le livre est déjà en cours d'édition. Je pense que d'ici 2 mois, le livre sera disponible sur toutes les plateformes numériques Amazon et dans toutes les grandes librairies au monde parce que nous travaillons avec un partenaire qui est quand même assez outillé. Et c'est ce programme-là que nous allons vulgariser à la population. Nous ferons le tour du pays, nous ferons une tournée nationale et une tournée dans la diaspora pour présenter donc l'offre politique, parce qu'il faut le dire, on a toujours reproché à l'opposition politique congolaise d'être une opposition de critique,
une opposition qui n'apporte pas des solutions, une opposition qui n'a pas de vision, une opposition qui ne fait que critiquer, mais une fois au pouvoir, ne sait pas ce qu'elle fera. Et nous avons, pendant les 2 dernières années, fait le tour du pays, nous avons recueilli les avis, nous avons pris le pouls de l'interland, nous avons effectivement diagnostiqué tout ce qui ne marche pas dans notre pays, secteur par secteur. Et donc, à l'issue de ce grand diagnostic, nous avons apporté des solutions. Ces solutions, c'est notre vision, c'est le fruit de notre combat politique. Et je pense que les Congolais seront très heureux de découvrir la vision que nous avons pour notre pays. Nous croyons que le Congo, rien n'est perdu. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de management, il y a un problème des armes, mais nous venons avec une vision très claire dans tous les aspects de la vie, tous les secteurs. C'est un livre assez vaste qui a plus ou moins 30 chapitres où nous avons traité secteur par secteur pour permettre aux Congolais, pour que les Congolais comprennent que notre engagement politique n'est pas le fruit d'une spéculation, d'une frustration, mais plutôt le fruit d'une conviction profonde, animée par le désir profond de donner à notre pays ce qu'il mérite. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés en politique. Donc, nous travaillons. Maintenant, nous ne sommes pas opposés à l'union de l'opposition, mais, comme on le dit, l'union doit se faire sur la base des idées, parce qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui veulent travailler pour l'intérêt du pays et ceux qui veulent voir tout simplement Sassou partir. C'est ça leur projet de société. Non, nous ne nous inscrivons pas dans cette ligne. C'est-à-dire pour nous, oui, Sassou doit partir parce qu'il a échoué, mais à côté, il faut proposer quelque chose d'autre, une alternative. On ne peut pas faire de Sassou un projet de société. On ne peut pas faire de la critique un projet de société. Voilà, c'est cette démarcation, cette ligne de démarcation qui nous différencie un peu avec nos amis de l'opposition. Parce qu'il y a certains acteurs politiques qui ont fait du PCT, de Sassou, leur combat politique, leur vision politique, leur programme politique. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Oui, pour le départ de Sassou, mais oui encore, mieux encore, pour un programme structuré, canalisé, que nous devons proposer aux Congolais. Parce que si Sassou part après, il ne faut pas qu'on t'attende pour diriger. Il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un canevas. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est ce que nous avons fait. Nous allons proposer au peuple congolais et nous allons proposer à nos amis de l'opposition. Oui, pour aller vers les états-majors de l'opposition, les états généraux de l'opposition. Oui, pour choisir un candidat crédible, pour représenter toute l'opposition. C'est ce que la population demande aujourd'hui. Mais pas n'importe quel candidat. Nous sommes dans une arène politique connue des Congolais. Les Congolais ne sont plus dupes aujourd'hui. Donc, il faut prendre quelqu'un qui a un profil qui fait l'unanimité, un profil qui ne prête pas confusion, un profil qui ne suscite pas des questionnements, un profil qui, aujourd'hui, peut créer un rassemblement autour où on va mettre les égos de côté, parce que ce qui tue notre opposition aujourd'hui, c'est l'ego aussi, les égos. Certains s'accoutent sur leurs anciennes fonctions, d'autres se focalisent sur leur âge, disant oui, les jeunes, ils n'ont pas d'expérience, mais l'expérience a montré à travers l'Afrique. Nous avons le cas le plus récent, c'est au Sénégal, où quelqu'un, un jeune homme qui n'a travaillé, qui n'a pas occupé un poste électif, qui n'a jamais occupé une haute fonction dans l'appareil étatique, je parle ici du président Diomaye Faye, mais qui a été un simple inspecteur des impôts et à la fin, aujourd'hui, a été porté par les Sénégalais pas parce qu'il était Diomaye Faye, parce que son parti politique avait un projet cohérent, un projet qui a su convaincre les Sénégalais. Donc aujourd'hui, on peut avoir 30 ans d'expérience, ce n'est pas ce qui fera de vous un bon président. Les Congolais n'ont pas besoin de l'expérience aujourd'hui. Les Congolais ont besoin d'un guide, quelqu'un de capable d'avoir une vision pour le Congo. Et nous, je puis vous dire sans fausse modestie, nous avons cette vision. D'ailleurs, nous faisons ici une promesse ferme à la Voix des Grands Lacs d'avoir une copie
de notre livre intitulé Le changement vers un Congo prospère, pour que le moment venu, nous allons décrypter ce livre à travers une émission où vous allez voir point après point ce que nous avons apporté à notre peuple et ce que nous comptons apporter à notre pays. Je vous remercie déjà pour un exemplaire, pour l'exemplaire promis de votre livre. Alors, vous parlez de jeunesse, vous parlez de revigorer la classe politique, mais le PCT va vous opposer le même argument, parce que certains parlent éventuellement de la succession à Sassou Nguesso par son fils, Christelle Sassou Nguesso. Est-ce que c'est des rumeurs ou ça tient à quelque chose de plus crédible ou de plus solide? Il n'y aura pas, il n'y aura pas de plan de succession dynastique au Congo. Après que le père ait échoué, ce n'est pas le fils qui va continuer. Vous savez, il est important que ceux qui ont des aspirations à la fonction suprême brillent par l'exemplarité. Et la chance que les Congolais ont, c'est qu'ils ont découvert très tôt le personnage dont certains rêvent de le voir succéder, de le voir succéder à son père. Le personnage, les Congolais sont habitués du personnage. Il n'est pas un étranger, non. C'est quelqu'un qui est passé par l'administration, a dirigé une compagnie étatique, nous connaissons les résultats. C'est quelqu'un qui est ministre depuis bientôt 4 ans, nous connaissons les résultats. C'est lui qui a bradé les terres congolaises au Rwandais, c'est lui qui signe des accords ça et là. Donc aujourd'hui, les Congolais ne s'inquiètent pas parce que pour eux, ils savent qu'il n'y aura pas de succession dans notre pays. Il n'y aura pas de plan de succession dynastique. Le Congo n'est pas un royaume et pour nous, c'est le dernier de nos soucis parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'après Sassou, ça sera une nouvelle ère, ça sera un son nouveau, ça ne sera pas une réincarnation du système actuel. L'après Sassou, c'est la liberté. L'après Sassou, c'est l'apothéose. L'après Sassou, c'est le changement. Et le changement, ce n'est pas avec ceux qui ont pillé ce pays, ceux qui ont détruit ce pays, ceux qui ont mis ce pays dans le chaos, qu'on va espérer un changement. Le changement viendra des hommes crédibles, des hommes exemplaires, des hommes qui n'ont pas des scandales derrière eux, des hommes qui n'ont pas de casseroles derrière eux. Ce sera des hommes qui sont propres aux yeux des Congolais. Des hommes qui n'ont jamais pris un centime de ce pays pour des fins personnelles. Des hommes qui ont un seul devoir, c'est celui de voir notre pays briller, prospérer, être à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de ses ressources, à la hauteur de ses matières premières. Ce sont ces hommes-là qui vont diriger le Congo après Sassou. Donc le plan de succession pour nous, c'est une illusion, c'est une utopie, c'est un mythe, ça ne se réalisera pas parce que les Congolais se lèveront coûte que coûte pour ne pas permettre ça. Merci, Monsieur le Président. Nous allons aborder le deuxième point de notre chronique, à savoir la problématique et le positionnement du Congo, votre pays, par rapport aux pays voisins, par rapport à l'Angola, par rapport à la RDC, par rapport au Rwanda, qui semble-t-il être un peu plus loin, mais en fait qui est très proche, parce que aujourd'hui, on a même su qu'il y avait des tueurs ou des assassins rwandais qui étaient sur la côte, du côté de Maluku. Il y en a qui ont été arrêtés à Kinshasa, à qui on reprochait précisément d'avoir préparé des attentats contre Kinshasa. Donc le Rwanda est prêt. Euh, Quelle est la lecture de la direction du Congo par rapport notamment au conflit en RDC, notamment à la guerre de l'Est de la RDC? Vous avez, on a vu le président Sassou Nguesso à Addis Abeba s'opposer aux sanctions contre le Rwanda, alors que tout le monde les demandait, alors que le Conseil de sécurité venait de s'engager sur cette voie, alors que l'Union européenne était en train d'étudier la question des sanctions contre le Rwanda, justement pour
l'occupation des terres ou des territoires congolais. Le Congolais maintenant RDC, quoi. Euh, Quelle est la lecture des Congolais en général chez vous par rapport aussi à la position prise par le président Sassou Nguesso, justement, qui a pris fait et cause. Il a pris fait et cause pour le Rwanda contre le Congo en déclarant qu'il n'y avait pas besoin de sanctionner le Rwanda et qu'il fallait envisager d'autres solutions. Vous savez, quand vous êtes en guerre, c'est à travers ces déclarations aussi, les déclarations de ce pays voisin, qu'on perçoit la vraie relation. Euh, Est-ce que vous avez essayé de mieux saisir le positionnement du Congo-Brazzaville par rapport à la RDC à travers les déclarations de vos dirigeants actuels? Alors, il faut dire que d'entrée de jeu, nous apportons notre soutien indéfectible au peuple voisin de la RDC. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons alerté sur les velléités du Rwanda par rapport à ses envies expansionnistes à travers l'Afrique. Et nous avons toujours tiré l'attention de notre régime lorsque le pouvoir de Brazzaville a décidé de signer des accords de coopération militaire et technique non ratifiés par le Parlement, heureusement, entre le Congo et le Rwanda. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous pensons que notre position n'a pas évolué. Nous sommes aujourd'hui, il faut le dire, avec la plus grande modestie, l'un des rares hommes politiques qui se prononce ouvertement sur cette question de la guerre en République démocratique du Congo, notamment à l'est de son territoire. Depuis que cette guerre a commencé, nous avons fait plusieurs déclarations de soutien. Et surtout, nous avons interpellé les autorités congolaises qui sont dans une certaine ambiguïté. Ils sont dans une posture controverse. Parce que je l'ai dit tantôt que en signant les accords de coopération militaire avec le Rwanda, notre pays donc s'est transformé entre guillemets en quelque sorte, je dirais, notre pays aujourd'hui, on peut dire complice, parce que vous le savez, lorsque vous signez des accords de coopération militaire avec un autre pays, vous êtes donc soumis à des obligations. Nous avons eu la chance de parcourir donc cet accord signé entre le Congo et le Rwanda, l'accord de coopération militaire et technique. Et parmi les articles, il y a ce qu'on appelle un article sur le partage des renseignements militaires. Et lorsqu'on parle de partage des renseignements, ça veut tout simplement dire que si le Congo a des informations sur la RDC, ben, par rapport aux clauses qui lient le Congo au Rwanda, le Congo est en droit et dans l'obligation de mettre à la disposition du Rwanda les informations, puisqu'on parle du partage des renseignements. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il faut le dire, nous avons condamné cette posture de notre gouvernement. Nous avons condamné aussi l'attitude de notre président, qui nous avons tous suivi sous France 24, a essayé en quelque sorte de jouer à la côté de l'autruche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Sassou ne s'est pas prononcé contre les sanctions parce que pour lui, il a privilégié une autre méthodologie, une autre façon de faire la diplomatie, etc. Mais cette diplomatie, aujourd'hui, elle a démontré ses limites. On a vu qu'il y a eu le processus de Nairobi, le processus de Luanda, tous ces processus n'ont pas abouti à des résultats espérés. Et aujourd'hui, des grandes villes à l'est de la RDC et à l'instar de Bukavu et Goma sont entre les mains du M23 et ses alliés rwandais. Donc aujourd'hui, je pense que nous, en tant que dirigeants, nous préconisons, nous l'avons d'ailleurs dit dans notre livre lorsque nous avons abordé la question panafricaine, nous préconisons effectivement des relations de bon voisinage avec tous les voisins. Mais aujourd'hui, force est de constater, vous avez vu que le Congo a été mis dans le même registre que les pays occidentaux. Vous avez vu qu'en RDC, le mois passé,
il y a eu effectivement les pillages, on a brûlé les ambassades, et donc le Congo a été mis dans le même lot que la France, les États-Unis, le Rwanda, parce que ça fait partie des pays où les chancelleries ont été saccagées. Pourquoi? Parce que, perçu de l'extérieur, on se dit que le Congo ne joue pas pleinement son rôle. Quand l'Afrique du Sud, qui est un pays très éloigné, qui est un pays pas très plus éloigné que nous, quand on voit le Burundi, un pays voisin qui accompagne, mais Brazzaville pouvait aussi prendre cette initiative d'envoyer des hommes. Nous avons des militaires ici qui ne font absolument rien, qui sont là, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi dans le livre, nous avons parlé du corps des métiers. Les militaires, dans le projet que nous avons demain, doivent être utiles pour le pays. Aujourd'hui, le génie civil, le génie militaire, etc. Aujourd'hui, les militaires ne font absolument rien. Et donc, ces militaires pouvaient aller, hein, voilà, 5 000 hommes, 10 000 hommes envoyés en RDC pour aller essayer d'aider les autres. Donc, nous comprenons ici que il y a véritablement les taux s'est resserré autour du président et son système. Aujourd'hui, le fait d'avoir signé des accords avec le Rwanda les a mis dans une situation où ils ont l'épée de Damoclès sur la tête à n'importe quel moment. Ils ne savent pas sur quel sein se vouer. Et donc, ils sont obligés de ne pas condamner là où tout le monde condamne, ben, là où tout le monde opte pour des sanctions. Ben, Denis Sassou Nguesso opte plutôt pour la diplomatie. Mais quelle diplomatie? On l'a vu pendant combien d'années? Plus de 10 ans qu'il a voulu mener la diplomatie sur la crise libyenne. Pour quel résultat? Ils ont refusé le plan mis en place. Le plan qu'il a proposé aux protagonistes en Libye lors du dernier sommet de l'Union africaine, ils ont refusé, ils ont décliné l'offre. Personne n'a signé ce document en dehors du fils de Muammar Kadhafi. Donc vous comprenez par là que le président Sassou, aujourd'hui, ne peut pas être l'exemple parfait, le modèle parfait. Non. Je pense aujourd'hui, il faut que les autorités de la République démocratique du Congo se réveillent. Ils doivent sortir de leur sommeil. Parce qu'aujourd'hui, personne ne viendra défendre l'intégrité territoriale de la RDC si ce n'est que les Congolais. Mais il faut de l'organisation, il faut de la méthode, il faut du management. Et ça, nous avons interpellé les autorités. Il faut signer des partenariats avec des pays capables d'eux. Aujourd'hui, la Russie est un partenaire fiable. L'Iran est un partenaire fiable aujourd'hui. Donc, il faut trouver des pays capables d'eux. Il ne faut pas toujours être là pleurnicher matin, midi, soir. Il ne faut pas toujours être là dans les lamentations. C'est un grand pays qui fait plus de 100 millions d'habitants avec une grande superficie, mais on ne peut pas aujourd'hui se laisser infantiliser par le Rwanda voisin parce que. Donc voilà notre regard. Nous optons pour une autre stratégie. La stratégie diplomatique a démontré ses limites. Pendant ce temps, le M23 avance. Les cessez-le-feu et autres, il faut sanctionner le Rwanda. Pendant qu'on est en train de sanctionner le Rwanda, il faut que la RDC se réorganise militairement. Il faut qu'il y ait effectivement une véritable coordination des forces armées. Et une fois que ces choses-là seront mises en place, ils peuvent reconquérir les territoires occupés. Parce que ce qu'il faut craindre, c'est en 97, c'était le même schéma lorsque l'ancien président Laurent Désiré Kabila s'était associé avec les Ougandais et les Rwandais pour chasser le maréchal Mobutu. Ça a commencé comme ça. Les villes ont commencé à tomber les unes après les autres et après, ils ont fini par marcher sur Kinshasa. Donc, il faut que les autorités de la RDC sortent de leur matelas. Ils doivent se remettre en question. Voilà. Ils doivent se remettre en question, justement, pour créer. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une onde de choc. Il faut qu'on sente que le pays est agressé. Il faut que le pays doit sortir des fêtes. Le pays doit sortir de la distraction. Il faut une prise de conscience générale. Il faut que les autorités comprennent qu'il y a péril dans la demeure. Il y a urgence. Et sur ça, il ne faut pas compter sur le régime de Brazzaville pour leur apporter de l'aide. C'est un régime qui a fait son choix. C'est un régime qui s'est penché du côté du Rwanda par rapport aux accords qu'ils ont. Donc aujourd'hui, ils peuvent que jouer à l'hypocrisie. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas prêt aujourd'hui à aider, à soutenir la RDC dans cette bataille. Quelles sont les relations actuelles entre Brazzaville et Paris d'ailleurs? Parce que vous savez, le rejet des sanctions a été partagé aussi par le président Macron. On s'est demandé si d'ailleurs il n'y avait pas une connivence entre le président Sassou Nguesso et le président Macron en ce qui concerne la RDC.
quelle est la relation entre Brazzaville et Paris sur le plan diplomatique, sur le plan de la politique africaine en général? Vous sentez des influences ou bien le Congo reste ce pays révolutionnaire, ce pays qui, de tout temps, a montré son panafricanisme? Est-ce que Brazzaville est en connivence avec Paris sur la question congolaise RDC? Bon, non, mais honnêtement, il faut dire que, vous savez, les relations entre la France et le Congo, ce sont des relations incestueuses. Ce sont des relations axées sur plusieurs accords fantoches, axées sur le pacte colonial, plusieurs choses. Lorsque les pays africains ont eu l'indépendance, les dirigeants de l'époque ont accepté certaines choses parce qu'ils avaient non seulement la soif du pouvoir, mais parce qu'ils ne comprenaient pas la géopolitique, ils ne comprenaient pas exactement le pouvoir, c'est quoi. Donc, ils sont lancés, voilà, dans des partenariats, dans des accords secrets qui aujourd'hui mettent en péril nos États. Et donc, aujourd'hui, la France et le Congo, le Congo est un bon élève pour la France. Vous savez, la France est en train de perdre des territoires. Nous avons vu en Afrique de l'Ouest, les pays de l'AES aujourd'hui. Ils se sont détachés des mamelles de la France. Mais le Congo continue à téter sur la mamelle de la France. La France, aujourd'hui, a toujours il faut le dire, cette influence sur le Congo. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet aspect paternaliste aujourd'hui. Et le président Sassou, il faut le dire, c'est un bon élève pour la France. C'est un bon élève. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Le rôle de complicité que la France joue pour la continuation de la dictature au Congo-Brazzaville. Pour nous, la France joue un rôle de complice parce que aujourd'hui, les peuples qui aspirent au changement profond, la France qui connaît les réalités profondes de notre pays, ne se prononce jamais, même sur les questions électorales, sur la gouvernance électorale, sur la crédibilité du processus. La France, elle est absente. La France, elle est muette. Ce qui préoccupe la France, c'est souvent les aides publiques au développement, c'est le pétrole avec Total, etc. Mais sur des questions de souveraineté, sur des questions d'autodétermination du peuple, la France ferme les yeux et bouche les oreilles. Donc aujourd'hui, pour nous, la France est toujours considérée par les autorités de Brazzaville comme le parrain. C'est la France, la couverture. La France protège. La France aujourd'hui, voilà. Et ça, nous devons ne pas oublier cela. Et donc, nous savons que les relations sont complexes. D'ailleurs, nous avons suivi par des canaux officiels que le président Sassou va faire bientôt un déplacement. C'était prévu pour la fin de ce mois. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Il va faire un déplacement en visite d'État en France. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que les relations sont bon fixes. Eux, la dictature pour eux, ça ne les intéresse pas. Ce qui compte, voilà, c'est notre règlement. Il est à notre service, il fait notre volonté. Et donc, nous nous encourageons. Et la position de la France, c'est une position ambiguë vis-à-vis du conflit à l'est de la RDC. Nous avons tous suivi le président Macron lorsqu'il avait dit devant les micros du monde entier, lors d'une conférence de presse conjointe, lors de son passage en RDC, il a dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas la France qui a fait ce que la RDC soit incapable de protéger ses frontières. Mais c'est une phrase qui en dit long. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aujourd'hui faire semblant et vouloir croire que la France ou bien les pays occidentaux en général ne sont pas impliqués de près ou de loin dans le conflit à l'est de la RDC. Parce que, et prenons un exemple simple. Lorsque l'Union européenne signe un partenariat sur l'achat des minerais avec le Rwanda, le Rwanda a des minerais sur son sol, mais ce sont des minerais qui sortent du sous-sol de la RDC. Mais quand l'Union européenne signe des accords, c'est-à-dire que l'Union européenne, en quelque sorte, est considérée comme un receleur. Voilà, l'Union européenne est considérée comme un receleur parce qu'ils acceptent d'acheter ce qui provient du pillage du sol de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, la relation de la France et le Congo, pour nous, n'a pas d'importance parce que nous voulons le changement et la France n'est pas aujourd'hui prête à aider les Congolais pour le changement. Au contraire, la France encourage la dictature, encourage le Brazzaville dans ses
dans ces manœuvres. C'est la France qui aide le régime de Brazzaville lorsque ce régime est en difficulté, en négociant avec des partenaires financiers, le FMI, la Banque mondiale et le Club de Paris. Donc c'est la France, en gros, qui donne la passe en or au Congo pour continuer avec une gestion hasardeuse et opaque. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons espérer réellement d'une telle nation par rapport à notre projet de voir notre pays libre? Nous allons aborder une autre problématique, celle de la cession des terres congolaises au régime de Kigali. Certains disent même à la famille de Paul Kagame. Euh, Dans l'introduction, je vous ai demandé de nous retracer un peu l'évolution de ce dossier. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était l'année dernière. Il était question d'avoir des éléments de la primature du gouvernement congolais donc, sur la nature exacte de ces accords. Entre-temps, je sais que vous avez rencontré, sinon alors le Premier ministre vous a envoyé des documents avec l'accord signé entre les deux gouvernements ou en tout cas une proposition de cession de terre. Aujourd'hui, dans l'opinion congolaise et surtout dans celle des partis politiques de l'opposition, comment se présente ce dossier? Alors, sur la question des terres, il faut préciser, je salue ici une partie de l'opposition, le collectif des partis de l'opposition que nous avons mis en place sur cette question des terres, effectivement. Je parle ici donc du PSDC du président Clément Mirassin, du pape du président Jean-Pierre Agnan, de Renaissance du président Victor Onyongo et le mouvement républicain. En tout cas, il faut dire que nous avons démontré à l'opinion nationale et internationale que nous étions farouchement opposés à cette cession des terres. Et aujourd'hui, il faut dire que c'est un problème qui s'est calmé. Voilà. Dernièrement, nous avons écouté, lorsque le problème était dans une forme de niveau très élevé dans les débats, on a écouté le Premier ministre dire que les accords devraient arriver à terme le 8 décembre dernier pour certaines autorisations provisoires d'occuper. Le 8 décembre est passé. Donc aujourd'hui, nous avons suivi aussi que le président Clément Mirassa avait adressé un courrier au Premier ministre pour lui rappeler que le 8 décembre était passé et que ces accords, normalement, devraient être caducs. Ces accords devaient être annulés, tout simplement, ces autorisations. Donc nous pensons que rien ne s'est fait. Voilà. Euh, Aucune initiative n'a été prise. Ces compagnies, comme nous l'avons déjà dit dès le départ, ils sont venus pour beaucoup d'objectifs. C'était pas réellement, c'était ce que les gens pensaient parce qu'on savait, on sait très bien que le Rwanda n'est pas dans le top 10 des pays producteurs sur le continent. Voilà. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui imaginer qu'un pays qui se cherche dans le domaine de l'agriculture puisse venir apporter l'expertise nécessaire dans notre pays. Nous avons des pays aujourd'hui capables de nous enseigner l'agriculture, de nous donner, de nous partager l'expérience dans le domaine agricole. Nous avons le Cameroun voisin. Donc, on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller prendre un partenaire qui n'a jamais fait ses preuves dans le domaine. Donc, la question des terres, oui, nous veillons. Nous n'avons pas dit que l'affaire elle est close, mais il faut plutôt dire qu'aujourd'hui, c'est que le gouvernement a compris et l'opinion, surtout les Congolais, ont compris que dans cette affaire, il y avait beaucoup de non-dits et surtout, il y avait un plan caché derrière. Et aujourd'hui, le fait que ces soi-disant hommes d'affaires, le secteur privé, etc., n'a pas pu s'implanter, n'a pas pu mettre en place une politique agricole digne de ce nom. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que c'est une affaire qui a accouché d'une souris. Voilà. Aujourd'hui, le peuple veille. Le peuple aujourd'hui ne peut plus accepter l'inacceptable. Et nous, nous sommes là, nous sommes déterminés à accompagner ce peuple dans sa lutte pour sa libération. Nous sommes engagés, résolument engagés, à être avec le peuple congolais dans cette perspective de voir notre pays libre demain. Donc la question des terres, pour nous, elle n'est pas une question enterrée. Nous veillons, mais il faut dire qu'elle s'est quand même refroidie. Voilà, tout ce qu'il y a eu autour, la prise de conscience générale, l'engagement des uns et des autres
que ce soit la société civile, l'opposition, la population surtout, cet engagement, cette détermination à freiner les ardeurs du pouvoir et même les Rwandais qui pouvaient venir même dans une certaine distraction ont compris qu'effectivement le terrain était miné, ils ne sont pas la bienvenue au Congo par rapport à effectivement cette question de la cession des terres. Les Congolais sont debout, les Congolais veillent désormais. Donc, on peut dire aujourd'hui que le problème s'est refroidi, la pression s'est refroidie, mais nous veillons aux intérêts de notre pays, nous veillons aux intérêts de notre peuple et nous n'allons pas accepter que une partie du Congo, même pas un centimètre carré du Congo, ne sera cédé à une quelconque puissance. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une question qui n'est certes pas résolue de façon définitive, mais c'est une question aujourd'hui, vu la mobilisation qui s'est faite autour de la question. Donc on peut vraiment dire sans fausse modestie que cette histoire ne va pas prospérer, très honnêtement. C'est la conviction que j'ai. Mais comme je l'ai dit, il faut veiller. Ne faut pas se contenter. Il faut être à l'abri des surprises parce que nous connaissons ce pouvoir, nous connaissons ce système. Ils peuvent vous endormir pour vous prendre par surprise et nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas pris par surprise. Alors, il y a un autre élément, en tout cas, moi, je pense que ça a pu avoir une certaine influence. C'est le succès de la diplomatie congolaise, Allez-y. RDC. Est-ce que vous m'entendez bien, M. Gavé? Vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Allez-y. Oui. D'accord. Je parlais donc d'un élément qui a pu peut-être jouer un rôle dans l'évolution de ce dossier de cession des terres, parce que ce problème avait aussi une influence sur les relations justement entre Brazzaville et Kinshasa. Or, on sait que le président Tshisekedi est venu à Brazzaville à au moins deux ou trois reprises pour mettre le président Sassou Nguesso en garde en lui disant, vous savez, le Rwanda cherche à nous contourner. Il l'a fait à tel endroit, maintenant ils avancent vers Bukavu et plus loin vers le sud Kivu. Est-ce que vous ne pourriez pas freiner un tout petit peu ce dossier parce que nous sentons la présence d'éléments hostiles venus du Rwanda chez vous sur le territoire congolais. En plus, un autre élément qui pourrait éventuellement, euh, ce n'est pas pour influencer les opposants à ce projet de cession des terres, mais lorsqu'on voit la situation actuelle dans le monde, les prises de position diverses, même depuis des capitales comme Washington, Washington, qui était quand même jusque-là le plus grand allié ou un des plus grands alliés de Kigali, qui a pris des sanctions. On a vu le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a pris des sanctions, y compris contre l'ancien chef d'état-major de l'armée congolaise, RDC, M. James Kabarebe, qui était un général rwandais. On a vu hier ou avant-hier le gouvernement britannique, le gouvernement canadien, le gouvernement suédois, tous les pays importants du monde aujourd'hui prennent des sanctions contre Kigali pour son rôle dans la guerre de RDC. J'imagine que le président Sassou Nguesso et son gouvernement doivent aussi réfléchir et se dire, mais nous allons faire venir des militaires rwandais déguisés en civils, déguisés en agriculteurs, à Maluku et sur toute la côte du fleuve. Est-ce que nous n'allons pas subir directement ou indirectement des sanctions aussi pour complicité avec ce régime militariste de Kigali? Vous croyez que, on n'a pas discuté de ça, mais est-ce que ça ne peut pas avoir joué un rôle positif pour le report de ce projet de cession de terre, l'évolution de la diplomatie internationale? Bon, mais je pense que oui, euh, nous l'avons dit que oui, nous avons été de ceux-là qui ont commenté euh, le discours du président Tshisekedi lorsqu'il est venu à Brazza et lors du sommet des trois bassins, je pense.
bien le sommet sur l'agroforesterie. Il a été très clair, il a dit il y a eu une forme d'hypocrisie entre les dirigeants africains et que si on ne faisait pas attention, il va plutôt ériger des murs au lieu d'un pont de rail Brazzaville-Kinshasa. C'est très clair, c'était très révélateur, c'était très perspective. C'était réel, les gens ont vu, effectivement, c'était visible à l'œil. Maintenant, nous l'avons largement commenté, nous l'avons dit que pour des questions géopolitiques et géostratégiques, il n'était pas important de céder le parc agro-industriel de Maluku, par exemple, à Christophe Venture, qui est le bras financier du Front patriotique rwandais. Nous l'avons dit, il y a des endroits qui ont été cédés, effectivement, ce sont des endroits stratégiques qui, aujourd'hui, vont même à l'encontre des lois et règlements en vigueur dans notre pays. Donc, et lorsque les États-Unis, qui est une grande puissance, la première d'ailleurs, sanctionne, le Trésor américain sanctionne un haut dignitaire du régime de Kigali, donc James, c'est pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, les taux se resserrent autour du régime. Donc, moi, je pense que Brazzaville aujourd'hui gagnerait mieux se prononcer, sinon de prendre ses distances avec Kigali. C'est fondamental aujourd'hui. Le voisin, mieux vaut avoir un ami, mieux vaut avoir un voisin proche qu'un ami éloigné. Parce que lorsque tu auras des problèmes, ton ami éloigné ne pourra pas venir t'aider à éteindre l'incendie la nuit. Mais le voisin viendra parce qu'il est proche. Donc je pense aujourd'hui, le Congo, notre pays, a plus à gagner en étant proche de Kinshasa que de Kigali. Mais ce qu'il faut dire, c'est que nous avons pris cette résolution. Une fois que nous sommes élus au soir du 20 mars 2026, l'une des premières mesures, l'une des ordonnances urgentes que nous allons prendre, c'est surtout surseoir, sinon annuler tous les accords qui ont été signés entre le Congo et le Rwanda. Ça sera de façon immédiate parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tolérer autant de morts, autant de femmes violées, autant de victimes, autant de déplacés parce qu'on veut satisfaire les appétits des hommes, alors qu'aujourd'hui, il faut regarder le problème dans sa grande globalité. Donc, nous pensons aujourd'hui, Brazzaville a encore le temps de lever le pied, de choisir le bon côté de l'histoire, parce que effectivement, il est important que nous puissions apporter l'État congolais de Brazzaville apporte le soutien nécessaire à notre pays voisin, notre frère d'à côté et à sa population. Donc, le président Sassou, qui aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, est plutôt au soir de sa vie, donc il doit faire preuve de beaucoup de sagesse. J'estime qu'il est sage, c'est mon point de vue, j'estime. Et il est temps de mettre cette sagesse au service de l'Afrique, au service du Congo, pour que l'image négative que les gens ont de notre pays, à travers le système Sassou Nguesso surtout, parce que les Congolais, en gros, c'est un peuple hospitalier, un peuple doux, mais c'est ce système qui a terni en gros notre image à l'extérieur. Et aujourd'hui, il est important que les choses se redressent, que les solutions, que les initiatives soient prises, que des décisions radicales s'opèrent pour qu'aujourd'hui, nous puissions laver un peu l'image négative que nous donnons aux autres vis-à-vis de nous. Voilà, nous sommes, je réitère que le mouvement républicain apporte son soutien indéfectible au peuple voisin de la RDC. Nous soutenons les autorités de la RDC, mais nous leur demandons de faire preuve de beaucoup de rigueur, de beaucoup de fermeté, de beaucoup d'engagement et surtout beaucoup de courage pour rompre avec des partenaires stratégiques de la RDC qui sont en quelque sorte en train de jouer à un double face, un double jeu, mais plutôt s'orienter vers des nouveaux partenaires. J'ai cité ici la Russie, par exemple, qui peut être un partenaire stratégique, qui est un partenaire fort militairement, qui peut aider à éradiquer les quelques 10 000 hommes du M23 et les 5 000 hommes rwandais, plus qui les accompagnent sur le sol congolais. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. J'avais promis qu'on parlerait de l'Angola. Il est vrai que le temps est vite passé, mais vous savez que le président Lorenzo est devenu le président en exercice de l'Union africaine maintenant. Sinon, s'il n'avait pas été
nommé ou élu président, il serait encore le médiateur du conflit Rwanda-RDC. Or, avant justement qu'il n'aille à Addis Abeba, le président Kagame s'était opposé à sa reconduction. Il ne voulait plus. Il ne voulait pas que le président Lorenzo continue. Est-ce qu'il y a un problème qui ferait que le président Sassou Nguesso éventuellement pourrait faire jouer sa sagesse pour calmer son ami? Et de toute façon, les choses se sont faites automatiquement dans le bon sens. Le président Lorenzo ne pourra pas continuer d'être le médiateur, mais l'Angola a quand même joué son rôle, même si le Rwanda a saboté les efforts de médiation du président Lorenzo et de l'Angola en général. Est-ce que parmi les arguments hein, pour jouer sur la corde sensible du président sage Sassou Nguesso, et ce n'est pas le moment, au moment où toute la communauté internationale considère que le président Kagame est un prédateur, que son régime est un régime criminel. Ce n'est pas moi qui le dis, ça a été écrit même dans des résolutions. Au Conseil de sécurité, vous avez constaté que quasiment tout le monde, à l'Union européenne, au Parlement européen, tout le monde disait que le régime de Kigali était un régime prédateur. Donc, le président Sassou Nguesso a intérêt à ne pas trop s'associer à ce régime prédateur, même s'ils ont des relations personnelles, oui, mais en politique, comme en diplomatie d'ailleurs, il n'y a pas tellement d'amitié qui va entre les gens. C'est les intérêts des pays et des peuples. S'associer avec un régime prédateur que la Cour internationale pénale ou la Cour pénale internationale, la CPI, vient de déclarer que Kagame fait partie de ceux qui doivent rendre des comptes. Parce qu'il y a eu des plaintes, parce que bientôt, il y aura peut-être des poursuites contre les uns et les autres, et notamment Kagame. Donc, dans vos relations avec le Oui, président je Sassou. pense que, je pense honnêtement, pour nous, il reste, sauf cataclysme ou bien sauf source d'orgueil du peuple congolais, nous savons qu'il reste une année au président Sassou pour partir. Et donc, vous savez, quand un système arrive à la fin, il y a souvent des décisions hasardeuses qui sont prises. Il y a souvent, voilà, on essaie de s'accrocher sur ce bois, même si c'est un bois pourri. Voilà. Donc, je pense aujourd'hui que je ne suis pas de ceux qui pensent que le président Sassou peut être le médiateur de cette crise. Je ne pense pas. Il a déjà démontré sa volonté à ne pas vouloir s'y impliquer davantage. Il est, on l'a suivi sur France 24, il a soufflé le chaud et le froid, il a été très léger, il faut dire, sur la question. Donc je pense aujourd'hui que la question, ce n'est plus de regarder qui va faire quoi, parce que pour nous, on a dit, dans une année, les accords avec le Rwanda, tout ce qui a été signé, tous ces accords seront abrogés. Une fois que nous arrivons aux affaires, ça va se faire. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, aujourd'hui, il faut, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est aux dirigeants de la RDC de prendre leurs responsabilités. C'est à eux de chercher des vrais partenaires. Il n'est plus temps de pleurer, de se lamenter. Il est temps d'agir. Il est temps de prendre des décisions. Il est temps d'aller même à l'encontre des partenaires historiques et traditionnels pour créer des nouveaux partenariats qui peuvent faire à ce que le Congo retrouve sa dignité. En ce qui concerne, oui, effectivement, le président angolais, mais vous avez vu que le président angolais, même dans cette crise en tant que médiateur, le président Kagame ne respecte quasiment personne. Il a boycotté la dernière rencontre qui devait se tenir à Luanda entre les deux chefs d'État. Il n'est pas venu. Donc ça témoigne tout simplement sur quelqu'un qui n'est pas pour une solution pacifique. Lui, il veut tout ça, il veut vraiment qu'il y ait des négociations entre le M23 et le gouvernement congolais parce qu'il sait qu'à l'issue de ces négociations, les cadres seront redistribués et le M23 contrôlera l'Est de la RDC, là où il y a plus un quart des minéraux du monde. Donc, vous pouvez comprendre par là que c'est un jeu d'intérêt et les grandes nations aujourd'hui, ils sont là en afflux. Ils veulent même que la guerre soit prolongée, qu'ils continuent à piller. Parce que le but, c'est quoi? C'est que ces grandes nations pillent à travers les multinationales qui appartiennent à ces pays-là. Donc aujourd'hui, on ne peut plus, en tant qu'Africains du XXIe siècle, il faut s'inspirer de nos ancêtres qui se sont battus pour la liberté. Les indépendances que nous avons reçues dans les années 60, que nous avons eues,
C'était des indépendances de facettes. Voilà, c'était pas vraiment de l'indépendance. On nous a juste, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul. C'était en quelque sorte une véritable mafia. Et il y a eu des chefs d'État qui sont rentrés dans ce lot et pour le pouvoir, pour des intérêts des familles, ils ont accepté de brader nos pays. Et aujourd'hui, tous les dirigeants qui sont passés, ils ont subi cela. Et donc, je pense aujourd'hui, très honnêtement, c'est à nous, la nouvelle génération, d'impulser une dynamique de changement dans nos États, d'imposer un certain nombre de choses. Les jeunes sont majoritaires, les jeunes sont ceux-là qui constituent la grande partie des États africains en termes de population. Donc nous sommes les plus nombreux, c'est à nous de ne plus accepter l'acceptable et surtout de porter des jeunes ayant des visions nationalistes et souverainistes à la tête de nos pays pour permettre à ce que nous ayons demain des pays libres, effectivement indépendants et surtout des pays qui auront de l'équilibre financier. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous remercie vraiment de votre participation à ce débat, à cet entretien plutôt, et surtout de votre éclairage par rapport aux différents thèmes que nous avons abordés. Et une fois encore, merci et à très bientôt, Monsieur le Président. C'est à moi de vous remercier. Je vais avoir un dernier message à l'endroit de mon peuple, à l'endroit de la jeunesse de mon pays, à l'endroit de la jeunesse africaine. Ne comptons pas sur la communauté internationale pour trouver des solutions à nos problèmes. Les grandes nations n'ont qu'une chose dans la tête, ce sont les intérêts. Les grandes nations travaillent pour l'intérêt de leur peuple. Et nous, les nations, les petites nations, entre guillemets, les pays qui se cherchent, nous devons nous focaliser sur nous. Il faut que la jeunesse arrive à placer à la tête des pays des dirigeants capables. Nous voyons aujourd'hui, ils sont encore au début, mais il y a quand même une grande vision derrière les dirigeants sénégalais qui se sont projetés jusqu'aux les années 2050. C'est pour dire que aujourd'hui, on a besoin d'une prise de conscience générale des jeunes Africains en général, mais surtout des jeunes Congolais en particulier. 41 ans, 42 ans, c'est trop. On ne peut pas accepter à la tête d'un pays un homme ayant fait 42 ans. C'est trop. Et ça demande une interpellation de toute la classe politique. C'est de tout le pays, de toute l'élite aujourd'hui. Les professeurs, les magistrats, les militaires, les chercheurs, tout le monde aujourd'hui, les avocats, nous sommes aujourd'hui à la croisée du chemin. Il faut un sursaut patriotique, il faut un réveil national, il faut que nous créions les conditions d'une alternance. Il faut de l'alternance, il faut faire taire les égos, il faut se ronger derrière une personne capable d'incarner la vision du rupture, capable d'impulser un réel changement. Et ça, nous en sommes capables. La jeunesse congolaise est capable aujourd'hui. Le dernier recensement parle de 76% de la population. Mais nous sommes parfois peinés de voir ces jeunes affamés par le système courir dans les rues pour aller prendre 2000 francs lors des meetings organisés par leurs bourreaux. C'est triste, c'est dommage. Et ça nous enlève la volonté, le courage, la détermination qu'on peut avoir pour défendre une jeunesse qui ne prend pas conscience des enjeux, une jeunesse qui ne se fait pas respecter, une jeunesse qui se laisse manipuler, humilier. Et ça, c'est inacceptable. Il faut une prise de conscience générale. C'est important. Une fois que cette prise de conscience générale atteint son sommet, le changement devient irréversible. Le changement devient obligatoire. Et ça, nous en sommes capables. Nous sommes à une année d'une grande échéance. Ne vendons plus notre destin aux hommes qui ont échoué. Ne donnons plus l'avenir de ce pays à Denis Sassou Nguesso. Que les une année qui lui reste à finir son mandat, c'est une année, cette année est une année pour lui de préparer sa sortie, de préparer son départ. Parce que 2026, c'est son départ. Nous travaillons pour son départ. Et les jeunes doivent comprendre qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien espérer de ce système. C'est un système qui a échoué lamentablement. C'est un système qui, aujourd'hui, a mis notre pays à terre. Il faut changer les choses pour que nous ayons
effectivement le bonheur espéré et qu'il y ait une égale répartition de toutes les richesses que Dieu a données à notre pays. Voilà le dernier mot que j'avais à notre jeunesse. Merci à vous, à toute l'équipe. Merci à cette chaîne qui nous reçoit toujours de bras ouverts. Et nous nous donnons rendez-vous dans les jours à venir parce que nous allons ensemble décortiquer notre livre-programme avec vous pour expliquer un peu à la jeunesse congolaise, mais aussi africaine, les grands enjeux du développement des 10 prochaines années. Vous êtes chez vous et revenez quand vous voulez, Monsieur Gavet. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.